Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. En France, près de 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins d'environ 1 million de malades. Et les appels aux dons se multiplient tout au long de l'année. Mais qu'en est-il en Vendée? On sait notre département assez généreux sur ce sujet, mais nous avons voulu en avoir le cœur net. Nous sortons de la période des fêtes et nous connaissons épidémie de grippe et de gastro. Les stocks de poches de sang sont-ils alors suffisants? Et les médecins dans tout ça manquent-ils sur notre département? Y en a-t-il assez pour gérer cette industrie entre guillemets de collectage de sang et d'accueil des donneurs? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir et les questions que nous allons poser au docteur Philippe Albou, qui est le directeur de l'EFS Vendée, qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. Mais avant de l'accueillir, j'embrasse mes petits globules rouges à moi, mes plaquettes de sang, et qui sont que deux, puisque Michel Juchereau, qui, je le rappelle, est médecin pédiatre et qui travaille notamment pour l'établissement français du sang depuis quelques temps, entre autres, à la grippe. Donc c'est quand même pas normal. C'est pas normal qu'un médecin soit malade. On va en parler tout à l'heure avec Philippe Albou. Jean. Oui. Objet. Bonjour. Bonjour Jean. Objet, oui. Histoire puis des objets. D'accord. Une belle histoire. On ne saura pas plus. J'ai hâte. Je ne pouvais pas la raconter avant parce que j'étais saisi par l'émotion et maintenant ça va beaucoup mieux. C'est vrai? Oui. J'ai hâte. Voilà. Jean-Luc, alors vous êtes venu avec une meringue géante. Oui, alors moi aussi, il sera question d'histoire. D'histoire de Gine, de princesse, de soldats. Vous savez que vous êtes en charge de la chronique animaux. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est... vous avez animal, vous verrez, il y a aussi un Messor Barbarus, vous allez voir, c'est très bien. C'est un truc de malade. Il tease à mort. Merci Jean-Luc. On embrasse Michel, bien sûr. Alors, nous recevons sur le plateau de la grande émission docteur Philippe Albou. Vous êtes le directeur du site de l'EFS Vendée qui se situe à La Roche-sur-Yon. C'est ça, oui, bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission, parce que je suppose que l'activité est intense. Elle est tout le temps. Elle est tout le temps intense à l'EFS Vendée. Effectivement, on a des donneurs et des nombreux donneurs. Oui. On a la chance d'avoir les collectes les plus importantes de France en Vendée. Je le disais, c'est un département qui est généreux. Qui est très généreux, voilà, avec une organisation liée aussi aux nombreuses associations de donneurs de sang bénévoles qui nous aident tout au long de l'année, qui font un travail vraiment remarquable en Vendée pour faire venir les donneurs sur les lieux de collecte. On collecte sur toutes les communes, enfin sur la plupart des grandes communes en tout cas, et on essaye d'être présent sur l'ensemble du département. La moyenne des donneurs, par exemple, est par collecte, j'entends. C'est pour avoir un ordre d'idée, un petit chiffre, c'est combien? Alors, cette année, en 2016, elle était de 112 donneurs par collecte. Et la moyenne française est à 60 donneurs par collecte. Est-ce que le fait que la Vendée soit le département le plus généreux au niveau de la collecte de sang, alors à part les associations, bien sûr, mais il y a une autre raison à ça? C'est lié à quoi? C'est une raison qu'on cherche un petit peu, notamment avec Alain Gérard, là, qui est un historien. On avait longuement échangé plusieurs fois sur le sujet. On pense qu'il y a une culture du don qui est très importante en Vendée. Il le montre beaucoup dans ses écrits d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a une vraie culture liée à l'histoire, liée à l'identification des Vendéens. C'est un groupe communautaire, très identifiable, et cette capacité à se mobiliser en masse, on le voit beaucoup dans plusieurs domaines, et notamment dans le don du sang. Et ça, c'est vraiment remarquable. Donc, c'est cette culture qui fait la force de la Vendée, je pense. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez couvrir les besoins en sang du département sang? Largement. On couvre largement les besoins en sang du département, et ça, c'est remarquable. Mais non seulement on les couvre, mais aussi on aide les régions déficitaires, telles que l'Île-de-France, notamment, parce que pour des raisons structurelles, c'est difficile de collecter dans les grandes villes, et la région PACA aussi, notamment Marseille, où il y a des difficultés pour recruter le nombre de donneurs suffisant pour les besoins des établissements de soins. Alors, ça s'explique aussi parce qu'il y a des services de pointe dans ces villes aussi, où il y a beaucoup de besoins de sang dans les établissements de soins. Il y a d'ailleurs des Vendéens qui vont aussi à Paris se faire opérer pour des interventions particulières. Donc c'est légitime aussi qu'on les aide à être autosuffisants. On va peut-être rappeler qui peut donner. Qui peut donner et après je vous donne la parole, Jean-Luc. Alors, toutes les personnes qui ont entre 18 et 70 ans, qui font plus de 50 kilos et qui n'ont pas de problèmes de santé récents qui pourraient contre-indiquer. Et alors, une chose importante, il faut venir sur les collectes avec sa carte d'identité, c'est important parce que il faut qu'on assure la traçabilité et l'identité doit être vérifiée au moment de l'enregistrement du donneur. Comment ça se passe concrètement? Parce qu'on en entend parler, mais on arrive, on veut donner, on appelle, on arrive à l'EFS, au centre
au centre de sang? On répond à un questionnaire? Enfin, comment ça se passe? Alors, on peut donner sur 2 endroits. Sur le site fixe, et là c'est sur rendez-vous, c'est-à-dire à La Roche-sur-Yon, ou en collecte mobile. Alors, on a différentes collectes mobiles qu'on peut trouver sur le site dondusang.net. Donc, il faut arriver, bien sûr, en bonne forme, avec sa carte d'identité. On est enregistré. On a le droit de manger, il y a quelque chose, oui, alors c'est important. Là, je vois le gâteau de Jean-Luc. C'est vrai que ça me rappelle qu'on n'est pas obligé d'être à jeun pour donner son sang. Oui, c'est ça, d'accord. Et ensuite, on va voir donc un enregistrement qui est important parce que c'est la traçabilité des produits, qui est obligatoire. Un entretien médical qui va durer à peu près 10 minutes. Et ensuite, bien sûr, le moment où on va donner son sang qui va, pour un don de sang, ça va durer 10 minutes. Pour un don de plasma ou d'un don de plaquettes, c'est plus long, c'est 1 heure, 1h30 en général. Et après ça, un moment important, c'est la collation. On vient toujours donc de manger après. C'est un moment important parce que c'est un moment aussi où on surveille les personnes pour qu'elles ne fassent pas un malaise post-don. Voilà. Donc c'est un moment qu'il faut privilégier aussi. Et on essaie d'avoir un moment de convivialité aussi pour remercier le donneur qui est venu bénévolement, gratuitement donner son sang. On est en janvier. Il fait froid. Il y a des températures très très froides, surtout cette semaine. Il y a des épidémies de gastro, de grippe aussi, assez précoce d'ailleurs. La grippe a commencé assez tôt cette année. On ne pense pas forcément tout de suite au don du sang pour ce genre de pathologie, mais y a-t-il une saisonnalité dans les dons du sang? Est-ce qu'on donne plus, par exemple, avant l'hiver? Est-ce qu'on donne moins pendant les vacances parce qu'on n'est pas là? Comment ça se passe? Il y a une saisonnalité qui est liée au congé déjà, mais qui est moins vrai chez nous parce qu'on attire beaucoup de touristes qui n'hésitent pas à venir donner en Vendée s'ils se déplacent. Il faut le reconnaître aussi, c'est vrai qu'on a des donneurs des autres régions qui viennent pendant leurs vacances donner leur sang parce que c'est des gens convaincus et on les remercie parce que ils continuent à nous approvisionner parce que les besoins sont importants toujours en mois d'août aussi parce qu'on a certes des donneurs qui viennent, mais il y a aussi des patients qui viennent et qui viennent de la région parisienne notamment. Et il faut les transfuser aussi parce que pour leur assurer un confort et des vacances agréables. Donc c'est vrai qu'on a aussi ce genre de patients. Donc les besoins, contrairement à des régions comme la région parisienne où le mois d'août, il y a une diminution de l'activité transfusionnelle, chez nous, elle est quasiment constante. Mais une période comme celle-ci où il y a plus de malades, ou des malades un peu plus conséquents, notamment je parlais des grippes, Michel est bien là pour ça restreint aussi vos dons. Alors là, au mois de janvier, on a un problème, vous voyez, on a un médecin qui est touché. Alors, ça nous touche nous parce que justement, on parlera de la pénurie des médecins, bien sûr. Mais on a des donneurs qui ne peuvent pas venir parce qu'ils ont la grippe. Donc hier, par exemple, sur le site fixe, on a eu 3 désistements. Sur des dons de plaquettes, en plus des dons qui sont importants pour les patients, et on note une baisse d'activité. D'ailleurs, pour ça qu'on a une campagne nationale à cette période, parce que il faut compenser ces absences quelque part. Jean-Luc, vous aviez une question? Oui, parce que la Vendée couvre ses besoins, mais au niveau national, il y a une politique nationale de la récolte de sang, il y a des prospectives, il y a on est sûr qu'on ne va jamais manquer de sang en France ou on n'en est pas sûr? On est toujours inquiet parce que il faut renouveler la population de donneurs, c'est pas simple, il faut s'adresser à des jeunes, donc il faut trouver un mode de communication avec les jeunes. On voit que les donneurs changent, les habitudes des donneurs changent. Donc il faut qu'on réponde à ces jeunes. Alors c'est vrai qu'on a commencé à être aussi sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est un bon moyen de sensibiliser les jeunes. La communication n'est pas la même, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a une prospective. On essaie de voir les zones où on a des donneurs et où on peut encore aujourd'hui espérer en avoir plus, C'est vrai qu'il y a vraiment une politique nationale et de régulation des produits sanguins. C'est là où il y en a beaucoup. On essaie de les envoyer là où il y en a le moins. Donc ça, c'est l'établissement français du sang qui a été créé en 2000, a cette politique de répartir de façon équitable les produits sanguins. Là où il y a beaucoup de donneurs, on prélève et puis on distribue là où il y en a moins. Il y a une question peut-être très très bête, mais date de péremption sur les stocks. Alors 42 jours pour le sang total, pour les globules rouges, 42 jours. 42 jours. 5 jours pour les plaquettes. Donc ça, c'est 5 jours, c'est pour ça que c'est urgent. On est à flux tendu sur les plaquettes et plusieurs mois sur le plasma, qui est congelé. Le plasma est congelé.
Donc c'est des produits labines, ce qu'on dit labines, donc il faut qu'on les renouvelle les stocks fréquemment, puisque 42 jours c'est court finalement. On dit souvent dans les articles, on dit souvent, ou dans la presse, on dit souvent qu'on a, sur certains départements, on a 10 jours de stock et puis on n'a plus rien après. On parle tout souvent de 10 jours. Oui, alors on s'est fixé une limite à 12 jours. C'est-à-dire qu'on veut garder des stocks de 12 jours, ce qui nous permet de renouveler le stock de façon confortable. Mais souvent, on est en dessous, par exemple, actuellement, on est en dessous des 12 jours au niveau national. Au niveau national. Au niveau national, oui. Donc c'est pour ça qu'on fait une campagne. C'est ça. On verra le petit spot de campagne, mais plutôt en deuxième partie d'émission. Jean, avant de donner la parole à Jean-Luc, une dernière question. Est-ce qu'on importe du sang de pays étrangers? Non, pas du tout. Est-ce qu'on exporte? Alors, on n'exporte pas non plus. On est limité au territoire français. Ces produits labils sont collectés sur la France et distribués en France. Mais limité pour des raisons légales? Oui, c'est pour des raisons légales. L'Allemagne collecte pour l'Allemagne, l'Angleterre pour l'Angleterre, et voilà, ainsi de suite. Il y a une question aussi d'ethnie, par exemple, asiatique. C'est très important. C'est très important, la diversité, parce que les groupes sanguins sont différents d'une population à l'autre. On a aujourd'hui maintenant un mélange ethnique. En plus, sur les grosses villes comme Paris, c'est un vrai problème aussi, puisqu'on a des groupes sanguins qui sont rares. Et il faut trouver des donneurs qui correspondent aux patients avec ces groupes rares. Donc il y a une politique aussi à l'EFS à essayer d'aller justement avoir cette diversité des produits sanguins pour répondre aux besoins des différentes populations. Entre guillemets, avoir le spectre, quoi. Voilà, exactement. On va en reparler bien sûr, mais c'est d'abord Jean-Luc avec sa meringue. C'est pas une meringue, c'est une histoire. C'est une histoire. Alors, c'est une histoire et une chronique un peu dédiée aux professeurs des écoles qui vont, je pense, trouver matière à réflexion. La meringue que vous avez sous les yeux... Ça ressemble à une meringue, mais c'est pas une meringue. C'est un des objets vendus par des sites de VPC, de vente par correspondance. Oui. Qui fleurissent en ce moment. Il y a plein de sites, alors j'en ai relevé, je ne les connais pas par cœur, donc je regarde mon papier. Vous avez fourmicity.com, fourmi.fr, Microphone, Fourmiculture, Myrmeco-Fourmi, Acide Fourmique. Vous avez plein de sites de VPC, plein de blogs. Il y a un monsieur remarquable qui s'appelle Robert Elsen qui tient un blog, et vous l'avez deviné, donc il s'agit de fourmis. Là, on n'en voit pas. On n'en voit pas. Alors, on n'en voit pas. Là, vous n'en voyez pas non plus. On en voit décéder. Ce qui s'est passé, c'est qu'il fait froid. Que l'un des sites qui travaille très bien a expédié, mais malheureusement, il a fait froid. C'est expédié par la poste. Et donc, cette pauvre Gine, c'est-à-dire c'est une reine, et, elle a pris froid. Alors, donc, dans ces sites... vous allez pouvoir acheter par correspondance. Les budgets sont variables et il faut compter environ une centaine d'euros pour avoir un kit complet qui va vous permettre d'élever les fourmis. Vous allez pouvoir acheter donc cette chose-là, cette meringue qui en fait est un nid, vous voyez, avec des galeries. Avec les galeries. On a, je vous en ai amené une, on a de toutes les formes. On a beaucoup de nids très esthétiques, très design, en plexiglas, vissés avec des vis en chrome, des formes très dépouillées. Il y en a un peu pour tous les goûts. Oui, pour que ça se mette dans l'appartement. Exactement. Celle-ci est un petit peu plus rustique, disons, et puis vous en avez qui sont cylindriques, vous en avez qui sont toutes plates, un peu comme un écran de télévision. Ah ouais. Et vous avez toutes sortes d'accessoires qui vont avec, c'est-à-dire qu'à partir d'un élément comme ça, vous pouvez construire, rajouter d'autres éléments, rajouter un territoire de chasse ou de cueillette, vous pouvez rajouter des petites galeries, voilà, vous pouvez étendre votre fourmilière. À titre indicatif, une fourmilière artificielle comme ça, je ne sais plus dans quelle région c'était, mais 80 000 individus dans la fourmilière en question. À la clé derrière ça, vous avez une vraie passion myrmécophile et des myrmécologues en herbe amateurs. Donc je remercie Pauline, qui est une de mes élèves, qui m'a prêté sa fourmilière.
Et donc, sur ces sites, vous allez pouvoir acheter donc, le nid, mais également la nourriture. Alors, vous savez, les fourmis ont... Qu'est-ce que ça mange? Les fourmis sont de grandes recycleuses. Hein. Là, vous avez une Barbarus, un Messer Barbarus qui est magnifique. Sont des grandes recycleuses, donc elles consomment toutes sortes de choses, des graines, mais également des petits cadavres, des petits insectes. C'est pas super etc. sympathique comme ça, de près de très très... Ouais. C'est un animal qui est indispensable du fait que c'est un recycleur, qui est indispensable au terrain, à la terre, etc., qui fait une grande partie de la biomasse de nos forêts et des forêts étrangères. Donc vous allez pouvoir acheter de la nourriture, des gelées, des gelées avec goût framboise, goût melon, goût pastèque, goût banane, etc. Qui sont faits spécifiquement pour les fourmis? Oui. Pas spécifiquement, parce que je retrouve ce produit pour des lézards, mais enfin, c'est étudié pour ce genre d'animaux. D'accord. Vous avez des liquides nourriciers à base de gelée royale, fructose, et puis d'autres éléments. Oui. Vous avez aussi toutes sortes d'insectes déshydratés qui sont consommables, des graines de toutes sortes. On a des sables de couleur, alors des choses pétantes, bleu, violet, fluo, on est vraiment dans le flashy-flashant. Et puis on a aussi plein de petits accessoires, des tubes d'élevage comme celui-là, parce qu'on peut démarrer l'élevage avec une éprouvette un peu plus grande que ça. Ça, c'est une éprouvette de transport dans laquelle vous voyez il y a un petit peu d'eau, parce que c'est un des problèmes de l'élevage, c'est garder une humidité. Et puis bien sûr, on a du vivant. On a une offre extraordinaire en espèces de fourmis différentes. Et on verra ça après, dans la deuxième partie? Ah oui? Si vous voulez, le sujet est vaste. Mais je suis comme ça. Oui. Vous avez l'air. Merci, sérieux, c'est vrai. Merci Jean-Luc, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler du don du sang. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au don du sang, et nous sommes en compagnie du docteur Philippe Albou, directeur du site de La Roche-sur-Yon, FS Vendée. Nous parlons don du sang, mais également on va parler d'ici quelques instants de la potentielle pénurie de médecins qui peut toucher aussi l'établissement. Tout à l'heure, c'est la chronique de Jean, la chronique objet. Alors, Philippe Albou, justement, on parle de la potentielle pénurie de stock de sang, mais on parle assez peu que la pénurie de médecins peut avoir aussi des conséquences sur l'établissement français du sang, et notamment en Vendée. La preuve, Michel Juchereau, qui a la grippe aujourd'hui, normalement travaille pour vous pour accueillir, etc., et faire les dons de sang. Comment on fait? Il y a vraiment une pénurie aussi de médecins? Oui, il y a une pénurie. Je profite pour souhaiter un bon rétablissement à notre collègue. Oui, mais on l'embrasse, évidemment. Il est au fond de son lit. On espère le revoir bientôt, parce qu'on compte sur lui. C'est important justement pour la pénurie. Nous, ça va, mais c'est plutôt pour le... Et c'est vrai qu'on a une vraie problématique de démographie médicale, alors pas que sur la Vendée, c'est sur toute la France. Mais alors nous, en plus, le problème, c'est qu'on a une démographie qui augmente. On a 8 000 à 10 000 habitants qui viennent en Vendée chaque année, des donneurs, des receveurs d'ailleurs, puisqu'il y a les deux. Et à côté de ça, on n'a pas pléthore de médecins qui arrivent pour compenser les départs à la retraite des médecins. On le voit d'ailleurs dans les communes. Souvent, on a du mal à trouver des médecins. Et c'est ce qui est vrai dans les hôpitaux, dans les communes, et vrai aussi à l'EFS, c'est qu'on a vraiment des difficultés pour trouver des médecins. On a la chance d'avoir des médecins retraités qui reprennent la blouse pour venir travailler avec nous. Donc ils se reforment. Qui se reforment. Alors c'est pas une mince affaire, parce que on a quand même des procédures qui sont assez complexes finalement, parce que très sécuritaires. On a une obligation de résultat en transfusion, alors que les autres médecins ont une obligation de moyens. Nous, on a une obligation de résultat. Oui, bien sûr. Donc c'est important d'avoir cette formation, de suivre ces procédures. Et puis donc on arrive heureusement à collecter grâce à ces médecins retraités qui viennent travailler avec nous. Vous avez fermé entre Noël et le 1er juin. Oui, c'est la première 3 jours, fois, c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive en 20 ans de carrière d'avoir à fermer par manque de médecins. Alors c'est vrai qu'on en a recruté là récemment, mais le temps qu'on les forme, on a dû fermer 3 jours la cabine. Et on n'est pas spécialement fiers, parce que les besoins continuent, mais on était obligés. Donc là, on est en train d'en former d'autres. Ouais. Et on espère que l'année va mieux commencer qu'elle n'a terminé.
C'est obligatoirement un médecin qui doit accueillir un donneur, ou est-ce qu'il peut y avoir des infirmières, par exemple, des choses comme ça? Depuis peu, alors face à la pénurie de médecins, on a commencé, comme dans certains autres pays du Nord notamment, à former des infirmières à l'entretien médical. D'accord. Et ça marche très très bien, on est très contents. Alors c'est vrai que c'est heureusement plus facile aujourd'hui de trouver des infirmières que des médecins. Et on a 3 personnes chez nous qui sont infirmiers, qui font les entretiens, et ça se passe très très bien. On est très contents. Est-ce qu'il y a une solution à cette pénurie de médecins, en tant que médecin d'ailleurs? La solution, elle est là, c'est-à-dire qu'on va former de plus en plus, je pense, d'infirmiers à l'entretien. Et après, on espère avoir quand même quelques médecins qui viennent avec nous pour encadrer les équipes. On a besoin quand même pour l'encadrement des équipes. Et voilà. Donc là, on a la chance d'avoir eu quelques candidatures là, qu'on est en train de finaliser. Combien de personnes travaillent on n'en a pas parlé, mais... À l'EFS, on est une cinquantaine. C'est-à-dire qu'il y en a plus de la moitié qui travaillent sur la partie prélèvement. Et puis, on a bien sûr la partie... Alors, à l'EFS, j'entends l'EFS Vendée, parce que sur la région, c'est beaucoup plus. Et même sur la France, on est à peu près 10 000 personnes à travailler en transfusion. Sur la Vendée, on est une cinquantaine. Donc, une grosse majorité sur le prélèvement. Et puis, disons, un tiers sur la partie distribution et groupe sanguin, puisque c'est l'autre partie. On prélève et puis on distribue aux établissements de soins du département. Est-ce que, par exemple, la hausse du fameux numerus clausus à 478 places, qui a été confirmée d'ailleurs par un arrêté le 10 janvier dernier, là, c'est une bonne nouvelle pour l'EFS? Est-ce que ça va solutionner des choses? C'est-à-dire qu'on augmente le nombre on espère, c'est-à-dire, mais comme il y a des pénuries partout, à l'hôpital aussi, ils en cherchent. Dans les communes, heureusement, on a des communes voisines qui viennent, des médecins des communes voisines qui viennent sur la mienne en particulier, là, et on est content de les avoir. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un besoin en médecins qui est très important en France et dans diverses régions. On n'est pas les plus mal lotis quelque part. Il y a des régions qui sont peut-être dans des situations pires que les nôtres. Lesquelles, par exemple? Je ne vais pas les citer, mais je sais que moi qui viens de Lyon, par exemple, qui suis originaire de Lyon, je sais que dans Lyon, il y a des difficultés pour trouver des médecins. Alors, je voulais juste qu'on montre, parce qu'on a parlé des campagnes nationales du don du sang, je voulais juste qu'on montre la dernière campagne qui est sortie au moment de Noël, et ça donnait ça. Oui, vous partagez votre musique, votre voiture, votre humeur. Partagez aussi votre pouvoir. Donnez votre sang. Je donne mon sang, je sauve des vies. Rendez-vous sur dondesang.efs.santé.fr. Alors ça, c'est une des campagnes, parce qu'il y en a régulièrement sur les écrans notamment, mais pas que. Il y a beaucoup d'articles qui sortent sur la question du don du sang. Je voudrais reparler des jeunes. C'est cette population qui manque dans les dons de sang, principalement. On voit qu'il y a un changement sociétal sur le don de sang. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un changement d'approche du don de sang et on est obligé de trouver des nouvelles façons de convoquer ces jeunes donneurs. Alors c'est sûr, on va régulièrement dans les lycées, on va régulièrement faire des informations dans les écoles, ça c'est important, d'essayer de sensibiliser les jeunes au don du sang. Mais je pense que on est plus sur des dons qu'on pourrait qualifier d'essai. Les gens viennent une fois, ils ne viennent pas obligatoirement, reviennent pas obligatoirement. Les donneurs de Vendée qu'on a actuellement sont des donneurs très fidèles, c'est-à-dire qu'on compte sur eux parce qu'ils viennent une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et chez les jeunes, c'est plus, on essaye une fois et puis c'est fait, on l'a fait. Donc on essaie aussi de les fidéliser, à la fois de les faire venir, les fidéliser. On voit que l'événementiel marche bien aussi chez les jeunes. C'est-à-dire alors les événementiels, c'est des collectes un peu comme on a en mois de juin, le 14 juin, on a ce qu'on appelle la journée mondiale du don de sang, qui est l'événementiel pendant lequel on fait la promotion du don de sang. Donc pendant un week-end, il va y avoir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec des animations, beaucoup de publicité autour du don de sang, ce qui permet de convoquer des nouveaux donneurs. Après, la difficulté, c'est de les fidéliser. C'est de dire, vous venez une fois, mais c'est bien de venir plusieurs fois. Est-ce qu'il y a une sorte d'archétype du donneur ? L'archétype, alors déjà, je ne sais pas si je peux parler d'archétype, déjà, c'est une population relativement restreinte, ça représente 5% de la population. C'est une sorte d'élite. C'est très peu, oui, c'est une élite, c'est une de mes questions. Oui, c'est une élite. Moi, j'avais fait on avait un
un ami psychiatre qui est en Martinique, au moment où j'y étais, avait fait une étude sur les donneurs de plaquettes. Il m'avait dit c'est une population étonnante, c'est des gens qui sont, alors ils les avaient appelés des hyper ou des super sains. C'est-à-dire que c'est une élite, dans l'élite, de gens qui ont un mental particulier avec un don, un sens de l'altruisme, voilà, qui est très, très élevé. Très fort. Parce qu'on a une sélection, quelque part, voilà, qui se fait par le biais du don de sang. Oui, et puis le don de sang... c'est le don de soi, quelque part aussi. C'est le don de soi, c'est ça. C'est pas anodin. Oui, c'est pas anodin. C'est un geste, symboliquement, qui est très fort. C'est ce qu'on discutait justement avec Alain Gérard sur le don de soi, qui est très fort en Vendée, et qui est le reflet aussi des donneurs de Vendée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion du don de soi. Alors, bien sûr, on peut parler des guerres de Vendée, qui a été un moment de sacrifice, quelque part. Je pense qu'il y a encore, dans l'inconscient collectif, cette notion du don de soi, qui est importante. Avec quelque chose qui sort de notre corps. Enfin, le sang, ça pourrait être très terre à terre et que l'on donne et qu'on fait rentrer dans un autre corps. Tout à fait. On est vraiment sur cette problématique. On va y revenir, bien sûr, sur le don de sang. Mais d'abord, on va faire un point objet avec Jean Reynaud. Je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Oh, bah super, ouais, ça commence bien. Très fort. Ça commence très fort. Non, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé À Noël, pour le réveillon, mon épouse et moi, nous avons acheté 2 douzaines d'huîtres. C'est pas vrai, comment ça s'est passé? Des numéros 4 de la Guittière. C'est pas vrai. Oui, tout à fait. Ah oui? Ah, très bien. Vous savez qu'il a ouvert des huîtres pour Noël aussi. Oui, l'huître vendéenne est lisse, alors que l'huître bretonne est très dentelée. On les remarque à ça. Et puis, en fin de compte, nous avions moyennement faim et nous avons ouvert 1 douzaine d'huîtres. L'autre douzaine, nous l'avons mise dans la cave à vin électrique, comme ça, tranquillement. Et nous avons mangé notre douzaine d'huîtres à 2. Et si bien que 4 jours après, en repartant, nous sommes aperçus que les huîtres étaient toujours là. Bien, des huîtres achetées, voilà, oh, on est d'accord. Moi, je ne tenterai pas le diable. Hein. Je voudrais quand même vous dire que dans une cave à 12 degrés, pour des huîtres vendéennes, c'est la Méditerranée quand même. Elles ont passé des vacances de Noël remarquables. C'est le Sud. Remarquable. C'est le Sud. Ouais, c'est le Sud. Et on s'est dit, bon, on les jette. Et au dernier moment, on s'est dit, on ne va pas les jeter. Non. Elles sont encore fermées. Vous n'avez pas ouvert. Nous allons relâcher les huîtres. Nous sommes allés place de Strasbourg. C'est le seul homme qui relâche. Place de Strasbourg au Sable d'Olonne, à côté du phare rouge. Là, il y a une longue conduite qui traverse la plage, une longue conduite, et qui est l'ancienne conduite qui envoyait les déchets de l'hôpital. Autrefois, merci, mais elle ne sert plus. Et aujourd'hui, ça fait une espèce de digue, ça fait une jetée comme ça. Il était 6 heures du soir, il faisait noir. Pour relâcher des huîtres, il n'y a pas besoin surtout sur le remblai des Sables d'Olonne. Vous l'avez fait en douce? Oui. Donc on est descendu, on est monté, ma femme et moi, sur cette chose-là, et nous avons été jusqu'au bout où la mer était basse, et on a acheté 6 huîtres à gauche, 6 huîtres à droite, il y a des cailloux. Et puis on est reparti parce que la mer montait et nous léchait un petit peu les semelles de chaussures. Et il faisait froid. Voilà. Point final. 3 jours après, je suis revenu. Toc toc, une huître. Je suis revenu. Et la mer était basse et je suis allé au bout de l'acheter, voir si mes huîtres étaient là. Non. Pas un signe, rien. Mais vous savez, les huîtres sont connues. Le charisme de l'huître est très limité. Hein, oui, quand on dit quelqu'un qui a le charisme d'une huître. De bulot aussi, les bulots, c'est pas mal. Oui, oui. Et alors donc, je regarde, il faisait beau, et je repars. Et en repartant, je descends sur la plage, et mon regard est attiré par un objet. Alors attendez. Une perle ? Oui, voilà. Il y a des moyens de malade sur cette émission. Voilà. On a un bout de carton. Regardez, et... Voilà. Non, mais alors là, c'est du... J'ai trouvé ça. Non. Je finis mon histoire. Non. Je vous écoute. Ça vient d'un collier de votre femme, ça. Mais pas du tout. Mais non, pas du tout. Voilà. J'ai trouvé cet objet. Je regarde un peu attiré par. Mais vous pensez que c'était vos huîtres ? Mais pas du tout. Mais là, non, mais ça. Non, mais moi, je m'attendais à une question de l'histoire. grande naïveté comme ça. Je ne vous raconte pas un conte de Noël. Cette huître, cette perle, elle a 2 trous. Elle est percée, donc elle vient d'un collier, effectivement, mais pas un collier cassé. D'accord. Et je l'ai trouvée sur la plage. Voilà. Vous l'avez trouvé sur la plage le jour où vous avez vérifié si les huîtres étaient encore là ? Oui, 2-3 jours après, j'ai trouvé ce bel objet comme ça. Donc, mon exposé est le suivant. Comment reconnaît-on une vraie perle d'une fausse perle ? Tout ça pour ça ? Oui, tout ça pour ça. Alors, c'est très simple. Oui. Vous prenez la perle et regardez, on en voit une derrière. Et vous la frottez sur vos dents.
comme ça, vous ne la cassez pas, c'est pas la peine. Si elle crisse, c'est une vraie perle. Si elle glisse, c'est une fausse perle. Alors glisser, c'est-à-dire comme le goulot d'une bouteille de bière. C'est glissant. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une vraie perle. Ça, c'est une vraie ou c'est une fausse? C'est une vraie perle. Derrière vous, vous avez une perle japonaise, une perle de culture. Elle a été coupée comme ça, et vous voyez au milieu le nucléus. Le nucléus, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une huître fait des perles? Parce que y a un petit grain de sable qui se glisse, ça gratte, ça l'embête, elle attaque, elle va l'enrober avec de la nacre. Sous couvert de... C'est vrai, ça? Mais vous vous souvenez pas, on avait fait une émission sur l'huître. Donc voilà, vous avez ici une perle de culture. Je voudrais, pour finir mon exposé, dire que si Brigitte Bardot, au lieu de s'occuper des bébés phoques, s'était occupée de relâcher les huîtres prisonnières, à l'heure qu'il est, elle aurait sûrement un triple rang de perles, ce qui arrangerait bien les affaires. Brigitte, si tu nous regardes, non, pas de bisous, Brigitte, non. Trop tard. C'est tout pour Alors je voudrais maintenant qu'on refasse, qu'un peintre refasse le tableau de Guernica. Oui. Vous voyez Guernica, la bataille de Guernica, c'est horrible, épouvantable. Oui. Et un Guernica de la mer, c'est très vendéen ça. Parce qu'avec tous les déchets, le homard par exemple, le homard qu'on a cuit, qui est brûlé, qu'on a cassé, qu'on a vidé, on voit le cheval qui crie comme ça. Le homard, il faut le mettre pareil. Le hurlement silencieux des fruits de la mer, des fruits de mer, est remarquable. On ne l'entend pas, évidemment, mais c'est épouvantable. Et voilà, il faudrait refaire un Guernica de la mer typiquement vendéen. Ça va vachement bien. Hein. Oh, ça va faire un malheur. Ouais, ça va être... Oh, je le sens. C'est un peu une chronique des animaux, ça, vous ne trouvez pas? Ouais, je trouve que vous avez fait quoi, là? Vous êtes échangé les trucs. Ouais. Merci beaucoup, Jean. Je vous en prie. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler du don du sang et des perles, ou je sais pas, on verra. De retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée au don du sang, à l'établissement français du sang et plus spécifiquement au site de La Roche-sur-Yon, site de la Vendée plutôt, qui est situé à La Roche-sur-Yon. Nous sommes avec le docteur Philippe Albou, le directeur. D'ici quelques instants, la fin de vos chroniques respectives, messieurs. Jean, vous aviez une histoire sur le sang. Oui, tout à fait. Depuis tout le temps, on parle des nobles et du sang bleu. Oui. Alors, il n'y a pas de sang bleu, il y a simplement que, de tout temps, les nobles ne bronzaient pas, les dames devaient rester blanches, ne pas être noireaux, parce que c'était vulgaire. Donc, elles avaient la peau blanche, et du coup, les veines paraissent bleues, et on disait du sang bleu. D'accord. Qu'un sang gain pur abreuve nos sillons, dit la Marseillaise, c'est probablement le sang des Français, qui étant le sang des non-nobles, est réputé impur. Ça peut être ça aussi. D'accord. Merci pour ce petit laïus historique, cette petite saillie verbale. Qu'est-ce qu'on peut faire Philippe Albou, j'ai l'impression que dans l'année, il y a énormément de moments où on demande à donner du sang. Enfin, les médecins et les collectes sont en demande, etc. Est-ce que c'est lié, le fait de demander de plus en plus souvent, enfin, c'est mon impression, est-ce que c'est lié à l'évolution de la médecine ? À l'espérance de vie, par exemple, on vit plus longtemps. Est-ce que c'est lié à ça? Est-ce qu'on a besoin de plus de sang qu'avant? On n'a pas forcément besoin de plus de sang parce que les établissements de soins aujourd'hui pratiquent ce qu'on appelle l'épargne sanguine, c'est-à-dire qu'ils essaient de consommer le moins possible de produits sanguins. Et pour ça, ils ont différentes techniques ou produits. Je citerai les antifibrinolytiques, par exemple, pendant les interventions, qui fait qu'ils consomment juste ce qu'il faut, ce qui est nécessaire en produits sanguins. Donc on ne sollicite pas plus les donneurs qu'il ne faudrait. En revanche, c'est vrai qu'on a globalement, sur l'ensemble de la France, une baisse de fréquentation des collectes. Je veux dire, un changement comportemental qu'on disait peut-être aussi qu'il faut qu'on analyse, des donneurs fidèles qui partent à la retraite et qu'il faut qu'on remplace. Et c'est pour ça qu'on est obligé de faire des campagnes plus fréquentes, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'événementiel permet de recruter beaucoup de donneurs. L'espérance de vie qui augmente, ça n'a aucun lien? Alors, il y a eu une époque, effectivement, on a vu une augmentation de la consommation de produits sanguins dans les années 2007-2008. On a eu une très grosse augmentation Pour quelle raison? parce que justement, l'espérance de vie augmentant et les techniques chirurgicales s'améliorant,
on a pu faire des interventions chez des personnes de plus de 80 ans, 90 ans, là où on n'intervenait pas. On ne le faisait pas. Donc là, on a commencé. Puis il y a eu aussi d'autres techniques dans d'autres pathologies qui a fait qu'on a consommé beaucoup de produits à cette période. On a été très surpris d'ailleurs, nous, à cette époque, de voir cette augmentation. Il a fallu un peu de temps pour qu'on analyse la situation et qu'on réponde aux besoins dans ces années 2007-2008. Et puis après, il y a eu des nouvelles techniques qui sont arrivées. Donc on est arrivé sur un plateau de consommation qui est stabilisé, on va dire. Qui est un petit peu diminué, une émission. Par contre, nous, il faut qu'on renouvelle les donneurs qui partent, en retraite du don, après de 70 ans. Et souvent des donneurs fidèles, et il faut qu'on les remplace par d'autres donneurs fidèles. C'est peut-être une question excessivement bête, mais il n'existe aucun médicament ou aucune autre parade de médicaments de synthèse qui pourrait remplacer justement la transfusion de globules rouges, par exemple, ou des choses comme ça. Il y a des études qui sont faites, il y a des médicaments qu'on annonce. Il y en a d'ailleurs, je crois, à Noirmoutier, il me semble qu'il y a de la fabrication d'hémoglobine synthétique. Avec des verres. Oui, c'est ça. Oui. Oui, là, je me tourne vers Jean-Luc, c'est pour une chronique future, éventuellement. On y avait pensé. Tout à fait. Et donc, il y avait aussi des plantes comme le tabac aussi qui avaient été étudiées, je ne sais pas où ça en est. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre de recherches qui sont faites, mais ça serait de toute façon des produits qui seraient plutôt labiles, c'est-à-dire qui ne dureraient pas très longtemps, qui seraient peut-être utilisables dans les cas d'urgence vitale, c'est-à-dire sur un accident de la route ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, rien ne remplace les produits sanguins, ça c'est clair. Merci, on finira l'émission évidemment sur le don de sang. Jean-Luc, sans aucune transition, on va parler des fourmis. Oui. Oui. Qui ont du sang. Ils ont une hémolymphe, comme tous les insectes. Pas tout à fait la même chose, parce que le pigment est différent. D'accord. Il y a plein de choses à se dire sur les pigments du sang, mais là on a un grand spécialiste. Moi je voulais vous parler par exemple de Messor barbarus. Oui, je disais tout à l'heure qu'il y a plein d'espèces qui sont commercialisées. Messor barbarus, oui. Messor barbarus. C'est un bon nom de méchant. Messor, ça vient de Messis, c'est moisson. Voilà. Et voilà, vous avez un des sujets. Là. Ouais. Donc Messor barbarus, c'est une fourmi qui est assez commercialisée là, sur les sites, et qui est une fourmi qu'on va trouver sur, on va dire, tout le pourtour méditerranéen, qui est une petite fourmi qui va très bien dans ce genre de fourmilière. Alors, sachant que, bien sûr, là, c'est une petite fourmilière qui peut être amenée à se développer, et que dans la nature, on a les fourmilières extraordinaires. Géantes. Il y a des colonies de folie. On a une colonie, par exemple, qui couvre 6000 km. On va la trouver à partir de l'est des côtes est espagnoles, le long de nos côtes à nous, et puis elle va vers l'Italie. On a 30 gros noyaux de population, mais ce sont c'est la même espèce, et voilà, tout le monde vit de façon pacifique. Ce qui est extraordinaire chez les fourmis, donc là vous avez leurs stades, les stades successifs, avec un stade nymphal, qui peut être dans un cocon ou pas dans un cocon. Et ce qui est extraordinaire chez les fourmis, c'est que vous avez une variété de comportements différents, une variété d'alimentation différente. Vous avez une grande richesse au niveau des comportements qui sont étudiés, dont on tire des algorithmes, on essaie de trouver des solutions à nos problèmes d'encombrement ou de circulation. Il y a même des bouquins qui sont basés là-dessus. Enfin, Weber a écrit... Alors oui, Bernard Werber. Alors, j'ai un peu interrogé mes élèves pour savoir s'ils connaissaient Werber. Je crois que le premier livre est sorti en 1990. Ils ne connaissent pas. Donc, ce n'est pas ça qui les a amenés à la myrmécophilie. C'est autre chose. Myrmécophilie. Aimer les fourmis. Là, vous avez une belle reine. Donc, ça, c'est chouette. Je vous parlais des... Esthétiquement, c'est très beau. Oui, alors c'est ce qu'on appelle une gyne, si vous voulez. Donc, c'est une reine. Et chez les fourmis, vous pouvez avoir donc, dans cette vente par correspondance, on peut vous envoyer simplement une reine, et elle va fonder sa colonie toute seule. Donc, vous avez plein de comportements, plein de choses intéressantes à observer, des régimes alimentaires qui sont différents.
différents, et notamment la fameuse Messer barbarus, c'est une marrante parce qu'elle récolte des graines. C'est une grosse rigolote, la Messer barbarus. Oui, c'est une grosse rigolote. Elle récolte des graines et elle les dissout avec son amylase, avec sa salive. Elle en fait un pain et toute la colonie se régale de ce pain-là. À l'opposé, vous avez parce qu'elles n'ont pas de jabot social, ces Messer barbarus. Je veux dire par là que beaucoup de fourmis ont un estomac, donc qui leur sert à digérer ce qu'elles consomment, et puis un autre qui est beaucoup plus gros et qui sert à échanger. J'avais évoqué la trophalaxie chez beaucoup d'espèces, donc échanger des substances. Et on a même certaines fourmis qui, parmi leurs ouvrières, ont des fourmis qui sont spécialisées et qui ont ce jabot social qui est énorme et qui sert à alimenter les autres, tout simplement. Les fourmis sont très industrieuses, c'est vrai, mais on a remarqué aussi que parfois, dans certaines fourmilières, 45% des fourmis ne font rien. Voilà. Oui, parce qu'on a toujours l'image de la société. C'est pas tout à fait ça. En fait, voilà, vous avez plein de comportements différents selon les espèces. Plein de modes alimentaires. Vous avez aussi des fourmis cannibales, vous savez, des fourmis esclavagistes, qui ne sont même incapables d'élever leur propre couvain, qui vont chercher des fourmis ailleurs et qui les tiennent en esclavage. C'est fou. Vous savez aussi celles qui utilisent le miella des pucerons, voire de chenilles de papillons, dont elles tirent des substances sans doute hallucinogènes. Voilà, vous avez plein de comportements très intéressants à observer. Et c'est pour ça que je pense que c'est certainement un domaine animalier qui va se développer. Et qui est passionnant. Oui, tout à fait passionnant. Alors, est-ce qu'il faut une reine pour pour monter une fourmilière Mais pour, on va dire, la grande majorité des espèces, oui. Et j'ai une de mes élèves qui envisage de trouver une reine dans la nature sur une espèce commune ici. Mais on a effectivement certaines espèces qui arrivent à se passer de la reine. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, elle passe au-dessus de ça. Mais pour la grande majorité, vous avez ces jeunes. Jean, vous aviez une question ? Qu'en est-il de la fourmi africaine qu'on voit au cinéma qui dévaste tout Oui, vous pouvez parler des fourmis légionnaires. Oui, alors effectivement, c'est une des particularités. Elles n'ont pas de fourmilière. Elles sont errantes et elles se regroupent, elles font une espèce de gros nid ensemble. La reine est au milieu. Ou les reines, est-ce que vous avez des espèces qui ont plusieurs reines ? Et est-ce qu'on peut importer toutes les fourmis ? Importer toutes les fourmis. Importer en France, est-ce que ça présente pas un danger ? Est-ce qu'il y a des espèces qui sont... Effectivement, il y a des espèces qui sont invasives. Il y a un petit village en Ardèche qui est embêté par une fourmi turque. Alors je pense que pour l'instant, il n'y a pas trop vraiment de législation, mais je pense que ça va venir. Ah oui, c'est passionnant. Ça me fait penser à un épisode de MacGyver, les fourmis qui dévorent tout. Bref, on s'en fout. Jean, c'est à vous maintenant. Ah oui ? Ben oui, c'est maintenant à vous. J'ai des photos à vous montrer. Oh là là, j'ai très peur. J'ai très peur. Non, n'ayez pas trop peur. J'aime bien le trop. Voilà, regardez. Alors, dites-nous. Vous lisez. Je nous excuse d'avance. J'ai trouvé ça sur Internet, sur Facebook. Et c'est une plaisanterie, une salle des ventes où le commissaire-priseur dit « À présent, nous vendons le lot numéro 7, les restes retrouvés tout récemment de la citrouille et des souris, utilisés par Cendrillon pour aller au bal. Une pièce d'une valeur inestimable. Nous débuterons les enchères à 50 000 euros. » Voilà. Aujourd'hui, n'importe quoi se vend. Oui. Plus la voiture ancienne est abîmée, rouillée, oxydée, plus elle se vend cher. Voilà. Donc je trouve ça m'a in memoriam, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Ceci est un lit Renaissance américaine. Ouf. Oui. Attendez, Renaissance américaine. Oui, c'est-à-dire que c'est on voit bien Monsieur Trump dans un truc comme ça. Oui, c'est vrai. Non, il n'est pas là-dedans. Il va venir. La Trump Tower. Oui, et c'est une interprétation de l'époque de la Renaissance. De la Renaissance vue par les Américains. Ah bah les Femen seraient vachement contentes d'avoir un hôtel du sacrifice comme ça. Je pense que ça leur plaira beaucoup. C'est du chêne, apparemment, un beau chêne clair. Et puis pour le transporter, vas-y. Il est bien sculpté. Il est très... Enfin, on aime ou on n'aime pas, mais c'est de la qualité. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas. On est d'accord ? Malraux disait « à chacun son sale goût ». Il avait bien raison. Je vous propose ceci. C'est une fève.
J'en étais sûre. C'est une fève en ivoire. C'est un très bel objet qui représente... C'est un bouton en ivoire. On est obligé de regarder. Dans le goût du 14e, 15e siècle. Il est sculpté, c'est monsieur, madame. Tout le monde y va de bon cœur, vous remarquerez, même le bourricot. Et aujourd'hui, dans L'amour est dans le pré, il faudrait utiliser un tracteur, ça serait nettement moins drôle. Oh mon Dieu. C'est un ivoire français sculpté. Oui, c'est l'histoire, on va dire. Voilà, c'est historique. Oui, bien sûr. Et puis, autre chose, c'est tout. C'est tout Mon ce qu'il y a. Dieu. Non, il y a autre chose. Sans blague. C'est tout, il n'y avait que ça. Ah ouais, rendez-vous compte. Attendez, je voudrais vous raconter une histoire là-dessus. d'époque. Je vais vous raconter une histoire d'époque racontée par des antiquaires. C'est deux vieilles dames qui discutent sur un banc. Et il y en a une, l'une dit à l'autre, tu te souviens, autrefois on voulait ressembler à Brigitte Bardot. Eh ben ça y est. Voilà. C'est bien de finir sur une petite note d'humour. Merci. J'ai toujours très peu. Vous peu. n'allez pas interdire l'émission moins de 18 ans, du coup, Non. parce que je vais perdre des donneurs futurs. Oui, voilà, dites à vos... À ce sujet-là, oui, tout à fait. je voulais vous dire que pendant la dernière guerre, les Russes avaient eu l'idée de prélever du sang de cadavres. Parce qu'il y en avait des cadavres, c'était vachement bien. Le résultat a été extrêmement négatif et ça a été abandonné. Merci. Il y a un pape qui voulait se faire transfuser du sang de jeune homme aussi. Oui. C'était pas le bon groupe, ça n'a pas marché, on a abandonné. On ne savait pas non plus. Ils pensaient que ça lui remonterait le moral. Et le reste. On va terminer, je suis troublée. On va terminer cette émission sur le don du sang. Je vais parler d'un événement qui est pas très joyeux, mais il y a eu un carambolage assez important le 20 décembre dernier sur la 2x2 voies La Roche-les-Sables et Sables-la Roche, d'ailleurs sur les deux côtés de la voie. Est-ce que il y a eu des incidences directement suite à ce carambolage qui a fait, je le rappelle, 5 morts, entre autres, et plusieurs personnes à l'hôpital et atteint. Est-ce que ça a des conséquences directes? Vous êtes tout de suite sollicité? Oui. Dès qu'il y a ce genre d'événement, on est sollicité, bien sûr. On a un plan, ce qu'on appelle un plan blanc, c'est-à-dire qu'on a une organisation qui s'articule avec l'hôpital pour pouvoir réagir si les besoins en transfusion augmentent. Dans des cas un peu comme celui-là, les produits sanguins ne sont pas la priorité parce que il y a d'autres événements, l'oxygène ou les choses où l'intervention des secours est plus importante et globalement on a transfusé un petit peu plus, mais vraiment ça n'a pas grévé nos stocks. Par contre on était prêt à répondre à la demande s'il y avait eu besoin. En revanche, ce qu'on vérifie aussi dans ces cas-là, c'est de pouvoir accueillir d'éventuels donneurs qui pourraient se présenter, comme ça a été le cas pendant les attentats. Il faut qu'on puisse répondre du Bataclan. On a eu une très forte demande de mobilisation des donneurs, auxquels il a fallu répondre. Donc il faut qu'on mobilise nos équipes en face pour pouvoir répondre aux besoins. Donc là, ça a été, on a une collègue à Luçon qui a été un petit peu plus importante que ce qui était prévu et on a pu réguler les besoins. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, on est bien sûr mobilisé et présent. Il y a une alerte qui est même régionale, c'est-à-dire que ça ne se cantonne pas de FS, voire parfois aussi sur les attentats nationaux, bien sûr. Donc on a le Vendée Globe aussi aujourd'hui sur lequel on est très, très attentif. C'est-à-dire que c'est un événement avec un encadrement. Et on est alerté, on sait que cette semaine on va voir l'arrivée, donc on va être sur le qui-vive au cas où malheureusement... Normalement demain l'arrivée. Une dernière question, l'ouverture du don de sang a été accordée aux homosexuels en juillet 2016, c'est tout récent. C'est une bonne nouvelle, alors sous condition, mais c'est une bonne nouvelle. C'est aussi, vous qui êtes en attente, qui êtes en demande de sang, c'est une bonne nouvelle ou comment vous le prenez? Oui, c'est une nouvelle, c'est l'ouverture à des nouveaux donneurs. Alors bien sûr, il y a des restrictions qui sont assez importantes, parce qu'on est sur une période d'essai quelque part, c'est-à-dire qu'on va y aller progressivement. On essaye de voir. Il y a plusieurs pays qui ont ouvert le don de sang aux homosexuels aujourd'hui. Donc nous en faisons partie depuis le mois de juillet de cette année. 2016, exactement. 2017. Et une toute dernière... Vous aviez une question, très très vite, et puis après j'ai une... Qu'est-ce que je dis à mes élèves demain pour les convaincre de venir donner leur sang? Que s'ils ne viennent pas, Jean va aller voir. Déjà que c'est du bonheur. Je pense que une fois qu'on a vaincu l'appréhension, et moi c'est mon expérience que j'avais eue quand j'avais autant de donneurs,
Ça fait pas mal. Alors l'aiguille est importante, mais en fait, plus elle est importante, moins il y a de pincement de la veine. Et finalement, ça fait moins mal que des petites aiguilles qu'on utilise pour prélever des tubes de sang. Et je crois que c'est ça. Il y a vraiment une vraie joie à donner pour les autres. Je crois. Une fois qu'on a vaincu l'appréhension, qu'on a passé le cap, on se dit voilà, c'est pas si terrible. Et finalement, on est très content de ce qu'on a fait parce qu'on a donné. Puis c'est quelque chose de très intérieur parce que c'est bénévole, c'est gratuit, c'est anonyme. Voilà, c'est un acte général, c'est personnel. Et je pense qu'on se sent grandi de l'avoir fait. Et quel volume par individu ? Alors, on prélève entre 420 500 ml en fonction de millilitres. En fonction du poids et de la taille. On a des abacs en fonction du poids et de la taille. Et on essaie d'être très prudent, au moins sur le premier don, pour éviter des malaises. Et toute dernière question, on a déjà dépassé. Est-ce que vous êtes donneur vous-même ? J'ai été donneur. Malheureusement, je suis sur le coup d'une contre-indication. Et je comprends aussi les personnes qui sont contre-indiquées à un moment donné. Qui ne peuvent plus donner. C'est, à l'inverse, c'est une souffrance quelque part, puisqu'on n'a plus cette joie à donner. Par contre, on peut s'investir dans les associations, on peut donner de son temps pour promouvoir le don de son sang. Pas forcément donner son sang, mais donner de son temps. Jean, on n'a plus le temps, on a dépassé. Il y a une religion qui interdit le don de sang, qui interdit la transfusion. Il y a des gens qui parcourent les rues et qui disent vous n'avez pas le droit. C'est complètement faux. La Bible est précise là-dessus. On ne transfuse pas le sang des animaux, mais pas du tout le sang des hommes. D'accord. Point final. Donc, c'est pas la peine de dire Dieu veut pas, c'est bidon. C'est clair ? Ouais. Parce qu'il va gronder. Ouais. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Dr Albous. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Donnez, tout simplement donnez. Vous sauverez aussi des vies. Derrière, il y a des vies derrière. Merci beaucoup, les messieurs, les garçons, j'allais dire. À la semaine prochaine. Je vous embrasse.